Mon nom est Claudia Ouellette et aujourd'hui, en studio, j'ai avec moi nul autre que Grégory Blanc. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. M'ennuyez de vous, les boys and girls? Hey, merci. 50e épisode, Greg. Eh oui, toi, c'est parti d'une... je veux dire, c'est parti d'une blague, mais non, en fait. Là, Petite discussion de coin de table. Exactement, Ouais. c'est ça. Là, on a dit, on va appeler André à la rescousse. Et il est arrivé sur son grand cheval blanc. Et après ça, ben, on a trouvé un pilote désigné, puis là, ben... C'est ça. Ouais. Un Où instructeur. il nous a trouvé? En tout cas. Ouais, je sais pas On s'est trop, trouvé. mais... Ouais. Oh, c'est cute! Et messieurs, André Allard, éditeur en chef des Ailes du Québec. Hey, bonjour tout le monde. Rebonjour, Greg. Bonjour. Content de t'avoir avec nous. Et pour les auditeurs, là, les gens qui nous regardent, juste un petit hasard comme ça. La semaine que Greg revient avec nous, c'est aussi juste après que les monolithes soient disparus. Ça, C'est juste vrai, comme c'est ça. des monolithes de 2001 au-dessus de l'espace qui ont apparu un petit peu partout. Et je fais ce que je peux. Là. Je les trimballe un peu à droite à gauche. Et, Pas trop fatigué. c'est pas moi. Non, Ok, ça va. j'étais complètement perdu dans votre joke de Non, t'as pas vu les monolithes qui ont apparu un peu, Non, un peu partout dans le désert du Nevada, je sais pas trop où, là. Oh. Puis ils ont apparu, Et en Roumanie. ils ont disparu. En Europe aussi, je pense. Oh. Donc, Il y en a qui n'ont Roumanie. pas suivi l'actualité ces temps-ci, hein? Ouais. Zéro. Autre que l'aviation. Autre que Ah. l'aviation. Autre que l'aviation. Ouais, en tout cas, tout ça. Ain't nobody got time for that. Ouais. Et bien entendu, Olivier, le pilote désigné. Ah ouais. Allô? C'est le pic. Ça fait 5 minutes qu'on parle, mais je te présente. tu sais, C'est le je- pilot in Ouais, c'est command. ça. Salut tout le monde. Merci de la présentation, Claudia. OK! Hey, on commence ça avec un anniversaire, Greg. Ah non, on commence. Oui. Alors attention, roulement de tambour. Tu Mhm. mettras un roulement de tambour, s'il te plaît, Un moment donné, sur en mes pitons. post-production. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est une très bonne nouvelle. Écoute, c'est quelque chose, ça vient me chercher, ça me touche énormément. Mesdames et messieurs, nous avons, nous exclut la personne qui parle, là. Nous avons atteint le chiffre symbolique de 50 000. 50 000 quoi? 50 000 PT6. Pratt & Whitney Canada, c'est important de le mentionner, Pratt & Whitney Canada a fabriqué son 50 millième cette semaine, là, PT6. En fait, la semaine dernière. Oui, bon, façon de parler. Ça se tiendra pas pour 10 piastres, André. Là. Est-ce que ça inclut les PT6 qui volent, qui rampent, qui flottent, qui restent stationnaires comme génératrices? Ouais, ben c'est ça. Là, il faut en prendre et en laisser un petit peu. Là. C'est sûr que il y a beaucoup de marketing là-dedans, mais oui, effectivement, ça inclut un peu tout ça parce que dans le fond, on parle c'est la turbo-machine. Et comme on le sait, le PT6 peut être configuré soit en turboprop, soit en turboshaft. Et donc, on a les turboprops qu'on connaît, que tu as volé, Olivier, par exemple, sur ton bon vieux King Air. Et J'ai donc, volé 3 versions du PT6 en plus. oui, en plus, t'es chanceux, c'est vrai. Ouais. Puis Oui, il c'est y a vrai. la version turboshaft aussi, donc pour les hélicos. Donc tous les modèles B, C et les T également. Donc, voilà. Et là, il y a la version E qui est sortie il n'y a pas très longtemps, la version FedEx. Oh, Là, oui. on a un Ouais. petit Grégory excité. Ah oui, là, on a du PT6, mes amis, qui est là pour les 50 prochaines années. Hey, juste pour vous se remettre dans le contexte, là, on a jasé de ça entre amis, entre ingénieurs à l'époque, avec le célèbre Thor, qui était en charge de Pratt & Whitney Canada. Il s'appelait Thor, pour de vrai. Nice. On a commencé à penser à faire cette petite turbo-machine-là en 1958. Flight test en 1961. Et Oui, quand même. entrée en service en 64. Exact. Euh, Et en production continue depuis 64, la seule interruption, c'est la fameuse grève de Pratt & Whitney. Sinon, ça a toujours La été fameuse la grève voiture. musclée où on flippait des chars sur Marie-Victorin. Oui, effectivement. Ça, OK, c'était quand ça? 73, ça, c'est ça? 73, 71, là, dans ces années-là. Ouais, OK, ça jouait d'accord. dur chez Pratt & Whitney. Mais, Ouais. Tant qu'elle est en grève, ouais, Tant qu'elle est en grève, on va flipper des chars. Voyons donc, allez. ça a été, T'as un peu une attitude all or nothing qui me fait peur par rapport à ta profession, Olivier. Effectivement, non, Mais mais, bon. non, mais là, on sait de source sûre qu'Olivier, c'est un gars sérieux. Mais fair. Il fait peur à ses Il fait étudiants. peur à ses étudiants, fait que... mais fair. C'est tant qu'à cracher, tu sais. Ouais, exact. Ouais. Mais non, c'est pas vrai. ça... Non, mais sans joke, là, pour revenir là-dessus, fair, mais sérieux, mais
je veux dire, si t'es pour former quelqu'un puis qu'il va emmener ta famille ou la famille de quelqu'un d'autre, tu veux qu'il soit bon. Exactement. Mais moi, je vote pour toi, Olivier. T'as pas à me convaincre. Là, tu parles... Peu importe, moins que ça, c'est inacceptable. Là. Oh, Olivier! C'est Non, bon. mais T'es un dur au cœur tendre. I love it. Hey, pour revenir à mon Mais non, mais PTCiste, là, sérieux? me volez pas mon point, là, s'il vous plaît. C'est important, là. J'ai un petit moment, là. Mais le PW120, Ouais, non, le PW... Ben, le PW120, ça devait être le PT7, by the way, là. Donc... Mais Pratt US a décidé de changer la dénomination des moteurs dans les débuts des années 80. Donc, ouais, juste pour finir avec le PT6, 130 applications différentes. C'est quand même pas pire pour un même modèle de moteur. Là. Est-ce que ça compte table de salon de Grégory Blanc ou ça, c'est comme une autre... Non, parce que la conjointe à Grégory Blanc n'a pas voulu. Mais ça, c'est un autre débat. Et 410 millions d'heures de vol. Voilà. D'accord. Fait que c'est pas mal quand même. Greg, oui. Greg, t'as pas de PT6 dans ton salon? J'avais un PT6 dans mon salon. Ah, je suis déçu, là. Il rentrait plus. Toi, tu devrais en avoir un. ça pourrait être pire que ça. Moi, j'ai une roue de Lancaster comme bibelot. Ça c'est respect. Ça, puis PT6, là, c'est... Ouais, ça commence à être Ok. respectable. Elle est pas chez moi parce qu'elle rentre pas dans le cadre de porte, mais Ouais, j'avoue, par exemple. Là. Mais j'aimerais ça voir la face de tes copropriétaires, te voir arriver, te rouler là, dans l'ascenseur ou dans les marches, peu importe. Ouais. Tu t'en vas où, Olivier? Ben, c'est ma table de salon, voyons. ça ferait une belle table en plus, là. Ça a genre... Effectivement. Un autre anniversaire, Greg. Oui. Attends un peu, j'ai pas fini sur le PT6. Je voulais Oh là là rajouter, là! Oh, attention. Hey! Hey. Ça a même fait avancer des trains et des voitures. C'est vrai. Non, c'est vrai. Bon point. Ça a pas été un franc succès là, au niveau des trains, par exemple. On le sait. On le sait. Les gens qui ont suivi ça un petit peu, surtout en Amérique du Nord, savent que il y a eu une très grosse polémique à l'époque avec les mécaniciens. C'est surtout les mécaniciens qui étaient pas très, très chauds à l'idée de voir les locomotives remplacer donc les moteurs diesel par des turbomachines. Mhm. En tout cas, ça avait brassé un petit peu. Finalement, ça n'avait pas abouti. Ouais. Il y a eu des expérimentations aussi avec des... je sais pas si tu l'avais vu, celle-là, André, le train qui avait un turboprop, là, une hélice, là, perché en haut d'un long mât, là, en avant ou en arrière, je ne me rappelle plus. Là. Ils l'ont fait avec des réacteurs aussi. Ça a été fait avec des réacteurs aussi, C'est effectivement. très bon pour le voisinage. Ceux qui se plaignent du bruit... Mais Oh oui. comme les turbomoteurs dans des applications inusitées, si les gens qui sont intéressés, là, les 500 000 d'Indianapolis des années 60, ils ont fait 3 voitures avec des moteurs Allison. Il y a eu un moteur aussi. Il y a eu une voiture avec un moteur PT6 qui gagnait la course puis qui est obligé d'arrêter à cause d'un fameux bearing qui n'a pas toffé à run. C'est ça. Donc, il y a eu la voiture avec le PT6. Il y a eu la voiture avec des moteurs de Bell 206, la Allison de 250. Ouais. Et puis, ces voitures-là dominaient tellement la course que, comme eux, c'est des départs lancés, donc l'accélération, c'est pas un problème. Ils dominaient tellement la course avec les moteurs à turbine que l'organisme de régulation qui faisait les règlements ont modifié la taille des entrées d'air des voitures. Ils ont dit l'entrée d'air peut pas être plus grande que X. Et là, ça a éliminé les turbines. Ouais, fait qu'on les a éliminés de la... Fait que là, maintenant, c'est le NASCAR. C'est comme ça qu'on nivelle par le bas en design automobile. Effectivement, ouais. Bon, il y a des belles photos, là. Vous pouvez aller sur le net, vous allez trouver ça, là. C'est, entre autres, le PT6, là, qui est l'histoire est très connue, là. Il y a quelques photos qui se promènent sur le net. Voiture STP, là. Ouais, effectivement. Ouais. Donc, voilà. Mais en fait, on va pas les forcer à chercher, Grégory. Oh non, dites-moi pas que c'est pas vrai. Absolument. On va mettre ça dans les notes de l'épisode. Absolument. Excellent. Excellence. Oui. Ça aussi. Excellent. Ouais, 50e anniversaire. Un autre? Bon, non, ça c'est déjà fait. Ça, c'est fait, c'est réglé. Non. Pour lequel? 50e anniversaire du premier vol du GE90. C'est le 25e. On va couper ça en deux. Ça peut expliquer pourquoi tu comprenais pas de quoi Exactement, tout à fait. C'est correct. On va y aller... on va couper ça en deux. On va couper la poire en deux. On va y aller pour 25. Donc, 25e anniversaire, ça c'était au mois de novembre. Le 17 novembre, pour être plus exact, on a fêté les 25 ans donc du premier vol commercial du GE90 et les amateurs de gros airliners qui nous écoutent savent que c'est un monstre ce moteur-là.
Ça fait, grosso modo, l'entrée d'air, puis ça, tout le monde connaît l'anecdote, là, c'est aussi gros que... Habituellement, on prend le 737 en exemple, mais c'est aussi gros que le fuselage d'un 727. Donc, c'est absolument monstrueux. Moi, je dis que c'est aussi gros qu'un fuselage de 757. Je veux pas te relancer. Là, mais... Ouais, ben là, tout dépendant de quel article tu regardes, là, c'est sur le site officiel de General Electric. Eux autres, ils disent 727. Je vais y aller avec G. Là, ils doivent savoir de quoi ils parlent. Là. C'est ça, c'était subtil comme pin, Greg. C'était Olivier. Non, mais Olivier a raison. Non, c'est pas du tout du pinage en règle, pas de stress. Olivier a raison. En fait, c'est que tout dépendant de à qui tu parles, quel article, quel expert qui s'exprime sur le sujet, la grosseur la comparaison des diamètres diffère d'une personne à l'autre. Fait que non, il a raison. D'accord. En fait, parce que du 707 au 757, ils ont tous le même fuselage. Fait que... Ouais, à peu près sensiblement la même chose, effectivement. Fait qu'on a un très bel exemple de réutilisation de technologie, on en a parlé souvent. Donc, pour finir avec notre anniversaire coupé de moitié, premier vol fait avec British Airways, étrangement. Beaucoup de gens pensent que le British Airways n'a volé qu'avec des Trent 900, la réplique de Rolls-Royce. Mais il y avait une flotte mix avec du GE 90. C'est le moteur qui détient jusqu'à maintenant le record du plus puissant truc turbo-machiné au monde, 127 900 livres de thrust. Et ça va être officialisé très bientôt. En fait, il s'est fait battre par son grand frère, le G9X, à 134 000 livres 300. Ça commence à pousser fort. D'ailleurs, ça pousse tellement fort qu'ils sont obligés de renforcer les seuils de piste parce que ça arrache l'asphalte. Fait que, c'est des moteurs grand méchant loup. Ouais, okay. C'est incroyable. Ça arrache l'asphalte. Oui, c'était le premier moteur aussi. Là, je m'adresse à notre auditoire plus technique. Premier moteur à avoir un ratio de compression plus élevé que 40:1. Là, pour n'importe qui d'autre qui écouterait ça, dirait bravo. Mais c'était absolument un seuil qu'on pensait. C'est absolument phénoménal pour l'époque. Et son grand frère, le G9X, on est rendu à plus de 60:1. On n'est pas capable de savoir, bien évidemment, le vrai chiffre, parce que le rendu là, c'est du secret industriel. Mais c'est absolument phénoménal. Donc, on comprendra ce que ça veut dire, c'est que la pression à l'entrée du compresseur, comparé à la sortie est 60 fois plus élevée qu'à l'entrée. C'est absolument incroyable. Donc, c'est des machines fantastique et fantastique quand on le compare au fait qu'il y a 120 ans à peu près, l'arrondi, 120 ans, il y a 120 ans, les Frère Wright se faisaient catapulter sur un 2x4 là, sur le bord d'une plage en Caroline du Nord. Là. Tout de même. Et là, aujourd'hui, on a des moteurs qui sont capables de cracher littéralement à take-off power, mais quand même, là, 134 000 livres de thrust. Fait que c'est incroyable. De la même façon, entre les frères Wright et Apollo 11, on a aussi 66 ans. C'est fou, hein? On part d'une catapulte sur un rail de bois à une machine qui a 7,1 millions de livres de poussée au décallage. Là. Absolument. Ça aussi, c'est phénoménal. Ridicule. C'est phénoménal. Fait que c'est des beaux anniversaires, c'est le fun de voir l'évolution. J'ai l'impression d'être avec les Louis Hood de l'aviation. Les Louis Hood? Comment il s'appelle? C'est ça, Louis Hood? Non, c'est pas Louis Hood. Comment il s'appelle? C'est le gars à la radio que tu parles? Oui! Paul Hood. Paul Hood. Mon Dieu, mais Claudia, mais qu'est-ce qui se passe? Mais d'où c'est... What else is new? Moi qui me mêle dans mes noms. Ça va bien. OK, d'accord. Ouais. On n'a pas un jalon aussi duquel il faut qu'on discute? Le nôtre? Ben non, là on a parlé, mais on a le PT6, on a le G90. Ouais. Il y a un avion qui a été un jalon intéressant aussi cette semaine. Ah oui? Oui. Je t'en prie, Olivier, vas-y, parce que je pense que Claudia... Regardez bien le lien, c'est une cascade de jalons cette semaine. Allez, vas-y. Donc, le Piaggio, l'Avanti, qui a passé 1 million d'heures cette semaine. Avanti, mon Dieu. Ça, là, Olivier, là, le Avanti, là, on va se le dire, là, je ne comprends pas comment ça se fait que cet avion-là n'a pas fonctionné. En fait, je le comprends, là, mais je voulais faire semblant de péter une coche. Là. Il est magnifique, cet avion-là. Il est juste incroyablement désagréable à entretenir, si je ne m'abuse. Ouais, ben ça, c'est d'un point de vue technique, malheureusement, mais technologiquement... aérodynamiquement. Ouais, au niveau de l'aérodynamique, absolument incroyable. C'est l'équivalent italien du King Air, si on veut.
Ouais. Ouais, mais... Ben, c'est un turboprop à 2 PT6, André. Oui. Tu demandes aux Italiens, fais-moi une voiture, ils vont pas te sortir un Jeep Wrangler, hein? Ils vont te sortir une Ferrari. Exact. Tu sais, t'as eu C'est un la peu ça qu'ils Ferrari, font, là, puis là, t'as eu l'équivalent de la King Air, là, tu sais, là. C'est, Parce que... Ouais. La Ça King Air. la King Air. La King Air. Le Piaggio, c'est un avion qui est assez incroyable. C'est l'avion à hélice le plus... l'avion à hélice... Le plus rapide. Le plus rapide. Ouais, effectivement. Le seul avion à hélice qui était plus rapide que lui dans le temps, c'était le Bear, le bombardier russe, le Tupolev 95. Et je crois qu'il a été dépassé par le A400 ou il doit être proche. Mais dans les avions civils, c'est vraiment le Piaggio qui est le plus rapide. La dernière version, je pense que c'est un truc comme 411 nœuds... c'est des vitesses de jet, là. Ouais, c'est assez phénoménal, avec des beaux petits trucs technologiques, moteurs qui sont en position push. C'est la seule version du PT6 qui a des moteurs contre-rotatifs, donc on n'a pas la même gearbox. C'est des 66A et B installés sur chaque machine, donc tu peux pas intervertir les moteurs. Est-ce que le gearbox, c'est lui qui change la direction de rotation ou c'est le moteur qui vire à l'envers? Non, c'est la gearbox. OK, donc c'est ça. Au moins, tu peux changer le moteur, mais pas le gearbox. Ouais, il faudrait que tu enlèves, tu changes les power sections. Et autre petite particularité particulière, dans le but initialement c'était pour sauver du poids, mais finalement c'est très logique, là. Le prop de-icing, donc l'anti-givrage des hélices se fait par l'exhaust, l'échappement qui crache sur les hélices parce qu'il est en position pusher. Ouais. Pas une mauvaise idée. Pourquoi l'avion fait un bruit spécial, parce que justement l'échappement frappe l'hélice. Ouais. C'est sûr que l'avion fait un bruit très particulier, le bruit du Piaggio. Ouais. Puis vous avez, avec le Piaggio, vous avez un bel exemple aussi de fuselage autoportant, c'est comme ça qu'on dit, Olivier? Ouais. Donc le fuselage participe à la portance de l'avion. C'est l'avion, on pense que l'avion en empennage canard, mais en fait c'est un triplan. Donc, il y a une aile à l'avant, une aile au milieu, puis le système de terre arrière, donc 3 surfaces portantes. Et puis, le Piaggio, le P180 qui a le plus d'heures de vol, est au Canada, il y aurait 11 000 heures de vol. Ah ouais? C'est avec les gens de cascade? Je sais pas si c'est un de cascade ou si c'est un du gouvernement, comme de la GRC. Je peux pas... OK. Ça Cool. m'étonnerait pas que ce soit un de cascade, par exemple. Ouais, Super. parce qu'ils volent régulièrement tous les matins. Ils gardent leurs appareils longtemps. Oui, ils font leur propre maintenance. Tout. On va passer à André parce que là. Oui, mais André, il va avoir plein de choses à dire. Là, on s'en va tranquillement vers Boeing. Là. Je le vois venir. Là. Il bouille. Là. Ça bouille en dedans. Là. Non, mais pour l'instant, c'est juste le Falcon 6X. OK. Oh, le Falcon. Ouh. Oui. Alors, pour nos auditeurs, ceux qui écoutent aujourd'hui, à 12h30, Dassault fait le roll-out, la sortie officielle du 6X. Ah oui. C'est sur... vous pouvez... Mystère 6X. Ouais. Donc, sur la chaîne YouTube de Dassault Falcon, c'est présenté en direct, mais vous allez pouvoir revoir la cérémonie en différé si vous nous regardez plus tard, ou bien on pourra peut-être en glisser un petit mot. Si vous travaillez dans la vie. Oui, aussi. Toujours. Alors, si vous êtes au chômage, vous pourrez écouter le... PW812, les moteurs, donc c'est faire semblant Mirabel, et le train d'atterrissage qui est de Héroux DevTech. Hey, il y a du Québécois là-dedans? En masse. Yes. Et il doit y en avoir encore plus, probablement. On va revenir un petit peu du côté de Pratt. Oui. Forbes prédit actuellement que Pratt se retrouve en excellente position post-pandémie. Tu sais qu'ils connaissent à l'aviation, eux autres. Ben en fait, l'article vient d'un monsieur qui a la décence de divulguer ses intérêts. Et il dit donc que United Technologies participe à son think tank. Okay. Fait que bon, il y a peut-être un petit peu d'autopromotion là-dedans, mais il reste que leur point est pas fou. Donc, selon lui, il y a 3 facteurs qui font que Pratt est en train de, ou sera en très bonne position pour s'en sortir rapidement et efficacement. Premièrement, les contrats avec la défense qui n'ont pas vraiment ralenti pendant la pandémie. Donc, de ce côté-là, on se félicite chez Forbes de la vision de faire une fusion entre Raytheon et United Technologies. Oui. Bien sûr, parce que dans le fond, les cycles de vente sont un peu inversés dans ces deux mondes-là. Raytheon était spécialisé, très spécialisé en défense. Pardon.
Et Pratt fournit United Technologies, maintenant devenu Raytheon Technologies, fournit énormément de matériel militaire. Donc, et si je parle que de quelque chose que je connais, c'est-à-dire le côté propulsion, Pratt est fournisseur exclusif sur plusieurs programmes. Il y a le tanker, right, Olivier? Le P2V4000. Notre ami le KC-46. Notre ami le KC-46. Il est fournisseur exclusif sur le F-35. Je comprends bien son nom, cet avion-là. Pour l'instant. Comment? Exclusif pour l'instant, non? Ouais, on parle d'une remotorisation, là, mais c'est pas fait encore. Là. D'accord. Donc, déjà là, 2 programmes majeurs. Puis, éventuellement, ils essayent très fort de remotoriser aussi le B-52. Donc, ils sont en liste pour fournir des PW800 éventuellement. Donc, et plein d'autres choses après ça, hors propulsion, là, qu'ils faisaient déjà dans le temps de United Technologies. Puis là, avec Raytheon qui s'est mêlé à ça, qui a apporté tout son stock là, de missiles, entre autres. Et d'avionique aussi. Et d'avionique. Donc, ça me surprend pas que ce soit qu'il soit bien placé. Ben, il y a ça. Il y a la question de la stratégie d'affaires. Ça, visiblement, c'était une bonne idée. Ensuite, il y a eu de la vision au niveau du développement technologique parce que le Geared Turbofan, c'est une vache à lait. Fantastique. Ben, en tout cas, si ça ne l'est pas déjà, ça va le devenir, c'est sûr. Oui, exactement. Donc, ça n'a pas été dans le passé. Ouais. On peut pas dire que jusqu'à maintenant, ça a été une vache à lait parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés, mais la pandémie est arrivée comme au moment où ils achevaient de régler le problème. Donc, Ah, mais c'est incroyable. Honnêtement, le timing pouvait pas être plus parfait que ça. En fait, pour vous donner une idée des difficultés, on va sortir 2 chiffres. 25 ans de développement et 10 milliards. Ouais, mais ça, c'était avant que l'entrée en service. Depuis l'entrée en service, tu as probablement 1 ou 2 milliards de plus de rajouter sur le coût de développement. Il y a eu quelques rétrofits et quelques corrections à faire. Pour revenir à ton point, Greg, c'est entre autres pour ça que la technologie aura été salutaire de ce côté-là. Ça va avoir donné le temps à Pratt de faire les correctifs sans fournir de spare. Ce qui est quand même majeur du point de vue au niveau de la financier. pandémie, tu veux dire? Oui, non, absolument. C'est pour ça que le timing est incroyable. Je veux dire, ça, on croirait presque que c'est scripté. Là. Ça va leur permettre, effectivement, on sait que Pratt devait faire ou avait déjà commencé certaines campagnes. Donc, ce que ça laissait présager, c'est que ça allait être très dur pour Pratt parce qu'il devait non seulement fabriquer des moteurs neufs, il devait fabriquer des pièces de remplacement et il devait fabriquer des moteurs de remplacement. Et il devait faire les correctifs. Et il devait faire les correctifs à travers tout ça, alors que là, ben, tu sais, tu peux enlever ton moteur et me l'envoyer, tu voles pas de toute façon. Oui, absolument. J'ai pas vu le taux de fiabilité du PW. Il est monté à 99,8. 98. Ouais. Fait que c'est pas 99,8, c'est... Ouais, moi, le chiffre que j'avais vu, c'était 89,8, mais je veux dire, c'est absolument fantastique. Puis les chiffres datent de octobre, si je me Les tout derniers, là, c'est ça. Ouais. 99,98, avec, on le rappelle, 75% moins de bruit, 16% d'économie de carburant et moins 50% de gaz à effet de serre. Oui. Très significatif. Ils vont régler le fixe du PW 1500 pour le 220 là, qui saute des morceaux. Là. Dans ce moment, il y a un fixe qui est software. Oui. Quand ils vont avoir le fixe hardware en même temps, ça va vraiment être excellent. Là. Ben justement, en fait, ça fait partie du 3e point qui fait que Forbes considère que ça va très bien s'aligner pour Pratt. Les Geared Turbofan ont été dans le fond, les moteurs, mais donc les appareils, les derniers qui ont arrêté d'être en service quand on a ralenti les vols et les premiers à retourner en service. Donc, presque tous les 320 Neo et tous les A220 sont en service actuellement. Ouais. Donc, ça va, là, c'est bien parti. Puis là, bien sûr, on a pris toutes sortes d'engagements pendant la pandémie d'améliorer le bilan énergétique de l'aviation. Donc, ces moteurs-là sont aussi très bien positionnés pour aider de ce côté-là. Ça va bien. Ben, c'est pas pour rien que Rolls-Royce revient en arrière. On va en parler un petit peu plus loin, là, mais il y aura un lien à faire avec la nouvelle de Rolls-Royce. Là. Vas-y donc dedans. Ouais. Ouais, on y va dessus. Ah, let's go, j'y vais à pieds joints. Donc, Rolls-Royce qui est en train qui n'a pas annoncé officiellement, mais qui ne se cache plus du fait qu'ils veulent revenir dans le monocouloir avec leur Superfan.
Ultra fan. Ultra fan, merci Olivier. Ultra fan, oui. Ouais, j'allais dire Ultraman. C'est mon influence. Ouais, c'est ça. J'ai été influencé par les Japonais, non. Ouais, c'est une technologie sur laquelle Rolls-Royce travaille depuis déjà plusieurs années. C'est une technologie qui, entre autres, parce qu'il y a il y a quelques dérivés de cette technologie-là, mais entre autres, ce qui est le plus intéressant et ce qui est le plus cocasse, c'est qu'ils s'en viennent avec un moteur guiré aux autres aussi. Mm-hmm. Puis pour ceux qui se posent la question en nous écoutant à l'instant, la grosse différence entre Pratt et Rolls-Royce, c'est que au lieu d'avoir un système que c'est la mécanique, le planétaire tourne pas de la même façon, là. Mm-hmm. Donc, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est ils font tourner les gears d'une autre façon. Au lieu d'avoir j'allais dire le soleil qui tourne comme dans le cas de Pratt. Mm-hmm. Ben là, eux, ce qu'ils vont faire, c'est à l'inverse, ils vont faire tourner ils vont plugger la fan sur les planètes, dans le système planétaire. Fait que mais tant qu'à se prendre pour Dieu, hein, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Quand Pratt leur a dit, ah oui, really, vous allez faire un Gear Turbofan? Ah oui, mais non, mais il est pas pareil comme vous. OK. Et là, j'exagère, là, mais il semblerait que ce serait ce que les avocats se seraient dit, là. C'est, non, il est pas pareil, c'est pas la même longueur de vis. Donc, autrement dit, chez Rolls-Royce, quand on perd des milliards, on se lance dans des milliards de recherche et développement. Mais ils avaient déjà commencé, André. Hein? Ouais, ça fait longtemps que ça avait commencé, cette recherche, parce que ça fait, dans les 10-15 dernières années, Pratt et Rolls-Royce se sont affrontés sur une couple de choses en cours. Pratt disait qu'ils avaient volé des brevets, enfreint des brevets, et vice versa. Fait qu'ils se sont poursuivis 2-3 fois pour ça, dont entre autres quelque chose qui va te parler, André, la forme des aubes, hein, des blades de fan sur le PW800. Il y a une entente entre Pratt et Rolls-Royce parce que la forme de la blade, de l'aube, elle ressemble étrangement à quelque chose que Rolls-Royce faisait déjà. Okay. Donc, c'est entre autres sur des choses comme ça qui se sont affrontées. Donc, Rolls-Royce a une petite royauté sur... Je sais pas trop exactement comment ça s'est réglé, là, mais je sais qu'il y a eu des discussions musclées entre les deux, entre autres pour ça. D'accord. Fait que c'est un exemple de quand je vous disais qu'ils s'affrontaient sur certaines affaires. Quand tu parles de discussions musclées, tu dis ça veut dire que ça a coûté cher d'avocat. Oui, exactement. Tout à fait. Et là-dessus... Oui. Oui, ben j'allais dire bonne chance à Rolls-Royce qui vont devoir certifier ça ISA puis Royaume-Uni parce que maintenant, à partir du 1er janvier, ça va être 2 entités séparées. Je crois que ça va être le fun. Ben, je peux pas croire qu'à ce niveau-là, ils ont pas pensé à quelque chose. Non, mais la version simple de ça, c'est une entente réciproque. Là, je veux dire, certifie-ils en premier, puis on va l'accepter. Ça va exactement. Ça va faire comme Transport Canada puis la FAA ici. Là, quand tu certifies quelque chose, je l'accepte d'office, puis et vice versa. À part dans le cas du Max, mais bon, on y reviendra. Et effectivement, on y reviendra. Là-dessus, allons justement faire un petit tour en Europe. Dans les Europes? Celle-là même. Ouais. OK. Entière, une nouvelle certification, Greg. All right! Mm-hmm. Bonne nouvelle? Mm-hmm. C'est quoi? C'est toi qui le dis. Ah, OK. Ouais. C'est l'ATR 600. C'est comme ça que ça fonctionne. l'ATR 42600. Je dis l'ATR 600. Le modèle 600, excusez-moi. ATR 42600F, la version Freight. 72? Ouais, c'est pas l'ATR 72? Me semble que c'est un 42. Non, c'est un 72. Merci. Donc, excusez-moi, pardon, j'étais parti dans mes affaires. En fait, j'étais super content, j'étais très heureux dans mon cœur parce que c'est la première fois que ATR va certifier un modèle tout cargo. Et en fait, la particularité particulière là-dedans, c'est que les gens qui nous écoutent vont probablement se dire « Mais ça existait déjà, Grégory, des avions ATR cargo. » Oui, et c'était des versions passagers converties. D'accord. Donc là, c'est officiellement une vraie version certifiée. Donc, il y a eu la certification EASA qui vient d'être donnée là.
Et c'est un avion qui est cargo depuis sa naissance. Donc, il y a quelques années, non? Ça a quand même été un peu long, ce processus 2017, de certification. Ouais, le contrat original. En fait, le de... projet a été lancé parce que FedEx s'est intéressé. C'est le client de lancement. Ouais. Et ils se sont engagés fermement à en acheter 30 avec une option pour 20. Donc, puis on parle déjà que les options vont être exercées. Donc, avec 50 appareils presque sûrs d'être vendus, ça valait la peine. OK, super. Ben bravo. Et by the way, la raison pour laquelle on a fait ça, c'est que vu que l'avion est initialement designé pour être un cargo, la même chose pour un gros 777 qui est designé pour être un cargo initialement au lieu d'être converti, c'est que tu peux transporter plus de cargo si tu es initialement prévu pour le faire parce que dans le design de l'appareil, la structure est faite pour ça d'emblée. Alors que dans une version passager transformée en cargo, on est obligé de renforcer ici et là et on peut pas des fois utiliser exactement... on perd de la charge utile. Exactement. Donc, des fois, la structure va s'alourdir parce qu'il faut renforcer, etc. etc. D'accord. On va passer par Renton après, mais on va commencer tout de suite par Ryanair. Ah, ton ami. André, ton ami. Profite de la vente de feu. Oui, Ryanair qui a passé une petite commande, ajouté une commande de 75 Max 8-200. Elle en avait déjà 135 en commande, donc il passe à 210. C'est la version haute densité. Le 200? Le Max 8-200. Donc cette version-là, chez Ryanair, va avoir 197 passagers. OK? Excusez. 197 sardines, merci. À 28 pouces de pitch, d'espacement. Est-ce que ça inclut les gens dans le cargo, ça? Non, je vais te parler de ça. Il y a moyen d'en rajouter plus dans ça. Parce que le communiqué de Boeing parlait d'une capacité jusqu'à 210 sièges. Maintenant, dans le cas de Ryanair, OK, on parle d'une compagnie à très, très bas prix qui coupe sur tout. Donc, c'est clair que on a négocié fort avec Boeing. Ce qui circule en ce moment, moi, c'est Ernest Servaille de Air Insight, le premier qui a sorti un prix intéressant, puis ça a l'air à vouloir se confirmer. Alors, c'est un spécial 3 pour le prix de 2. Ouais, ça vaut la peine, ça. 3 pour le prix de 2, c'est le prix escompté. Alors, normalement, le prix escompté d'un c'était aux environs de 45 millions de dollars. OK? Donc, 3 Max 8 pour 90 millions de dollars, ou 30 millions d'unités, donc un tiers de plus enlevé sur 45 millions. C'est en bas du prix payé par Air Canada pour CA 220-300. OK. Alors là... La question qui tue, André? Non, mais oui? Vas-y, Greg. Ben écoute, moi, je me lance là, à brûle pour point. Serait-ce pas ce qu'on appelle du dumping? Regarde. C'est juste quand c'est les autres qui le font que ça s'appelle du dumping. Ah, OK, ben fallait le dire avant. Oui, je l'aurais pas dit. Exactement. Si t'es Boeing, t'as le droit de faire ça. OK. Non, pour être plus précis, il faut pas oublier que Ryanair est en Irlande et que l'Irlande n'est pas dans le Brexit, va encore faire partie de l'Europe. Effectivement, c'est une bonne question, Greg. Mais moi, je vais te dire ce que je ferais si j'étais chez Airbus. Je dirais, OK, t'as vendu en bas de ton prix coûtant, tu fais du dumping chez Ryanair, j'ai pas de problème avec ça. Southwest a besoin d'une centaine d'avions de 145 passagers. Fait que moi, je vais faire du dumping avec mes A220, puis je t'attends si tu me déposes une plainte de dumping. Comprends-tu? Lequel des deux aurait le plus à souffrir d'une chicane commerciale? 737 Max, A220. Je pense qu'on a constaté dans les dernières années que tout le monde perd avec une bataille légale. Fait que aussi bien livrer ça sur l'arène du commercial. Et dans ce cas-là, ben j'ai comme un petit doute que malgré qu'on touche pas du tout les mêmes segments en théorie, en pratique, ça peut très bien être un produit de remplacement. Puis, tu peux monter jusqu'à 210 passagers sur cette version-là. Si tu enlèves la toilette arrière, tu rajoutes des bancs. Pas de toilette. Ça, c'est de la gestion de risque, à mon avis, là, mais bon. Ben, juste une toilette dans l'avion, en avant de l'avion, ou l'inverse, là. Mais c'est, garde. Il y a peut-être des marchés où c'est pas réaliste. Elle n'aura pas le choix d'être en arrière, d'être en avant la toilette parce qu'elle est à l'autre côté de la porte de l'embarquement. Ah, ouais, OK, t'as raison, hein. Ah, ouais, cool. OK. Ça, être à gauche en rentrant au lieu d'être à droite. Alors, puis c'est ça. Alors, cette version-là du Max, c'est la version du Max 8 qui a
issues de secours de rajouter pour le nombre de passagers. Puis, bonne chance pour le confort. Mais ça, écoute, Ryanair va être ravi de voir qu'avec cet avion-là, elle va conserver son titre de transporteur le moins confortable d'Europe. Là, tu sais, regarde. En autant que c'est ça ton positionnement, il n'y a pas de problème. Les rois de la classe sardine, c'est eux. Ça dépend lesquels. Tu sais, t'es bien en position assis sur ton trône de poubelle. C'est cool. Ouais, c'est surtout une question de pouvoir rentrer dans le siège, là, plus que d'autres choses. Ouais. Là. En tout cas, bref. Peut-être que finalement, c'est toute une compagnie qui discrimine sur ses clients, mais c'est une autre histoire. Exact. Donc, on passe du côté de Renton. Premier vol passager complété pour le 737 MAX de retour en service. Donc, c'est American Airlines qui a fait les honneurs. Gros guillemets. Ils n'ont pas le choix quand c'est d'avions qu'ils ont acheté. Ouais, il fallait un peu qu'ils y retournent, mais tu sais, bon, là, la presse était invitée et tout ça. Donc, c'était un vol de Dallas vers Tulsa, en Oklahoma. T'as-tu vu que le CEO est allé voler avec sa femme pour prouver que c'était sécuritaire? C'est vrai? C'est pas des jokes. Je sais. Puis il pouvait pas vraiment faire autrement. Puis en même temps, c'est tellement... En tout cas, moi, ça fait juste souligner à gros traits comment c'était pas correct avant, là, tu sais. En tout cas. Mais parlant de ça, justement, on garantit chez American Airlines que ce sera très évident lors des réservations qu'on est sur un MAX et qu'on offre aux passagers de changer d'avion sans frais s'ils ne sont pas d'accord. Fait que tu peux faire l'aller-retour en 777 ou en max, comme tu veux. Mais tu sais, en même temps, je vois pas comment ça peut bien fonctionner au niveau de remplacer un problème avec un avion qui serait pas disponible ou n'importe quoi. En tout cas, on verra ce que ça va donner. Ouais. Et donc, pour revenir à notre fameuse vente de feu dont Ryanair a profité, André, là, c'est parti, là, il faut que les avions qui sont sur le parking sortent. Parce que un des problèmes ce que fait la vente de Ryanair, écoute, si moi j'ai une idée du prix payé par Ryanair, t'as-tu idée que Delta Airlines le sait, American, Southwest, tout le monde le sait, OK? Mm-hmm. Fait que là, on vient de setter la barre. Ça, c'est pour des avions pas nécessairement assemblés encore, puis c'est des 200. Des 737 MAX 8-200. Il n'y en a pas beaucoup de cette version-là. Puis tu peux pas, si tu as des avions non vendus, des MAX 8 non vendus en ce moment qui sont assemblés, puis que c'est pas des 200, tu peux pas les convertir parce qu'il faut que tu changes la structure de l'avion, il faut que tu perces un trou dans la porte, puis ajouter une sortie de secours. Ça se fait pas. Donc, ça n'a pas réglé le problème de Boeing, qui lui reste encore, selon les données, entre 65 et 100 avions assemblés, mais qui n'ont plus de clients. Il faut liquider ces avions-là. Fait que ça, c'était le signal de départ. Moi, je pense que oui. Attendez-vous à ce que dans les 12 prochains mois, Boeing signe des deals en quantité avec des compagnies aériennes. Le problème, c'est que si tu es un vendeur chez Boeing en ce moment, au moment où tu arrives chez le client, tu es assis en face de lui, tu dis « Hey, j'ai des MAX à vendre », le client il te regarde et dit « Hey, ta Rolex là, que tu as sur le bras, là, au manche, donne-moi la don. » Puis après ça, on va commencer à parler d'une commande. Je voudrais avoir aussi la chemise sur ton dos, les pantalons sur tes fesses, là, tu sais, comme tout. Tu sais, quand on parle de s'investir dans son travail, là... Ah oui, là, c'est... Ça doit pas être très agréable présentement non, d'être rep chez Boeing. Et c'est clair que les avions qui sont assemblés, qui sont parqués pas vendus, valent moins que les MAX 8 qui ont été annoncés. Fait que, oui, il va rentrer des liquidités chez Boeing dans les prochains mois parce que, hey, c'est merveilleux, on va chercher 30 millions pour chacun des MAX 8-200 qui vont... Oui, mais t'es en bas du prix coûtant. Non, mais si t'es en train de vider ta maison pour payer ton électricité, c'est pas vraiment un bon deal. Mais en même temps, t'as beau faire de l'argent, là. André, je t'avouerai que ces dernières semaines, j'ai pas suivi le débat du 37. Là. Les avions qui ont été fabriqués n'ont probablement pas reçu la mode parce qu'il y a plusieurs petites choses qui vont devoir être modifiées. Donc, il va falloir les modifier avant de pouvoir les vendre, ces avions-là. Oui, et là, tu as 450 avions non livrés, non certifiés parce que sont pas toutes... une partie d'entre eux ont été certifiés parce qu'oublie pas que Boeing a perdu son autorité de certifier, de déclarer les avions en état de navigabilité, là,
la certification de ses propres appareils. J'avais complètement oublié ça, c'est vrai. C'est la FAA maintenant qui inspecte chacun des avions puis qui signe le certificat de navigabilité de chacun des appareils jusqu'à temps que Boeing soit déclaré apte à le faire elle-même. C'est insultant. Donc, t'en as 450. En gros, c'est une tutelle. Tu sais, c'est toi qui as inventé l'aviation, là, puis on va te dire quand est-ce que tu seras apte à pouvoir le faire toi-même. Il y a un mandat d'inaptitude contre toi. Ouais. Ouch! C'est vraiment T'es ça. en tutelle. T'es sous tutelle. Ouais. Fait que, c'est ça. Alors, il y en a 450. Il faut modifier la position des faisceaux de câbles. Faut enlever ça, c'est pas fait encore, échelles dans les queues. Il y a plein de choses à faire. Faut enlever les rivets de gun dans les ailes. C'est ça. Il y a ça. Il y a... et puis il y a reprogrammé les MCAS aussi. Donc, il y a tout ça à faire. Puis il faut passer les pilotes en simulateur. Puis il y a plein de choses à faire. Puis il faut sortir les avions du remisage. Puis on a un gros travail de marketing à faire du côté des opérateurs, à ne pas négliger. Ouais, puis en tout cas, regarde. J'ai hâte de voir Air Canada ce qu'ils vont faire. Sérieusement. Ouais. Je ne doute pas de tout l'aspect sécurité et tout ça chez Air Canada, mais il reste quand même que les gens sont au courant. Là, c'est pas. Ben écoute, pour te donner une indication, là, il y a au moins 4 ou 5. Au moment d'enregistrer l'émission, il y a au moins 4 ou 5 MAX qui sont revenus du désert au Canada. Ouais, on les a vus, ouais. On les voit revenir progressivement. Là, ils commencent à faire des run-up. Là, je pense qu'ils commencent à se préparer. Pourtant, Marc Garneau n'a toujours pas autorisé le MAX à voler au Canada. Marc Garneau est toujours ministre des Transports au Canada? Est-ce que Marc Garneau a été officiellement outé en tant qu'androïde? Y es-tu assermenté, Marc Garneau? Là, vous cherchez le trouble. Là, vous êtes en train de me pomper. Là. Ouais. Tout par exprès. Il faut parler d'Ottawa, là. C'est bonne transition. Oui. Bonne transition. Allons-y avec la transition. OK. Tout le monde a entendu parler qu'il y a eu une mise à jour du budget lundi de la semaine passée. Ouais. Y a-t-il quelqu'un qui sait quelle est l'aide que le fédéral donne au transport aérien et à l'industrie aéronautique? Ça commence par 0, puis c'est fini par une barre? Ouais. OK. Alors, j'irai avec rien du tout. Ouais, je vais vous donner un petit peu de contexte. Au Canada, tu as 2 grandes associations de compagnies aériennes. Tu as l'Association des lignes aériennes du Canada, qui regroupe Air Canada, WestJet, Air Transat et Chicken Wing. Sunwing. Ouais. C'est le surnom que je donne en langue habituellement à Sunwing, c'est Chicken Wing. Et tu as l'ATAC, l'Association des transporteurs aériens du Canada, qui regroupe tous les autres transporteurs canadiens qui ont un certificat d'exploitation de ligne aérienne, les 705. Ça regroupe beaucoup de compagnies autochtones comme Air Inuit, First Air, Air Québec, Bearskin Airlines, Canadian North autrefois, maintenant Pascan aussi dans cette association-là. Mm-hmm. Sais-tu combien de fois le ministre des Transports a rencontré les présidents de chacune de ces associations-là? Écoute, je vais y aller avec... est-ce que j'ai le droit d'appeler un ami? Appelle Olivier à l'aide. Olivier, combien de fois? Ça va être une fois ou 0, là. 0. Oh. Le ministre des Transports, qui est en train de travailler sur un programme d'aide à l'industrie du transport aérien et au transport régional, a rencontré les gens du conseil d'administration d'Air Canada et de WestJet, c'est tout. Ah okay? ouais. Là, son idée à lui, ça doit être qu'il s'isole de l'influence indue de l'industrie. Dans le fond, ce qu'il fait, c'est juste qu'il concentre l'influence dans la main de 2 parties prenantes. On s'entend, Air Canada puis WestJet, ils ont raison d'aller voir le ministre quand il les invite puis d'aller présenter leur point de vue. Un fou dans une poche, tu sais. On ferait pareil si on était à la direction d'Air Canada. Le problème, c'est qu'on s'entend bien que quand Air Canada rencontre le ministre, elle se préoccupe pas des problèmes de Pascan ou d'Air Inuit ou de Bearskin Airlines. Elle se préoccupe des problèmes d'Air Canada. C'est bien naturel. Ouais. Alors, le problème, c'est pas Air Canada puis WestJet. Le problème, c'est le ministre qui, pour lui, le transport aérien au Canada, il y a 2 compagnies. Ils veulent... Écoute, même Transat a réagi mardi passé pour dire qu'il était déçu de voir que le ministre ne les avait pas rencontrés encore. Probablement que le ministre a dû dire, eux autres, de toute façon, ils vont être fusionnés en 2021, je ne lui parlerai même pas. Fait que... Hey, tu sais, quand t'as pas une heure à perdre, là... Incroyable. Ouais, quand ton temps est précieux. Écoute, le surnom de Marc Garneau dans l'industrie du transport aérien, maintenant, c'est l'extraterrestre. T'sais? Parce qu'on sait que ça existe, les extraterrestres, c'est un gros potentiel. C'est un ancien astronaute, de toute façon, lui.
Ouais, mais on peut pas écarter scientifiquement que ça n'existe pas, les extraterrestres. Mais en as-tu déjà vu un, toi? Moi, personnellement, écoute, j'aimerais mieux pas en parler. OK. Il n'y a pas de ministre des Transports. On ne sait pas où il est. On ne sait pas ce qu'il fait. Dans les dossiers où lequel, je vais te donner un autre exemple. Aéroport de Montréal, financer la station du REM, OK, à Montréal-Trudeau. Oh là, André est insulté, là. Pas à peu près. C'est 500 millions que ça va coûter pour financer cette station-là. Et le ministre des Transports a décidé que, ben oui, on va mettre notre part là-dedans, mais il faut que Québec finance aussi. Moi, ce qui me fatigue dans ce dossier-là, c'est que dans les 11 dernières années, c'est-à-dire de 2009 à 2019 inclusivement, Transport Canada a collecté des loyers à ADM de 552 millions de dollars sur 11 ans. OK? Et là, ton locataire est dans le trouble. Il a besoin d'aide pour pouvoir reprendre le chemin de la rentabilité puis continuer son développement. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ben moi, je vais mettre 350 millions là-dedans, puis je vais aller voir le propriétaire d'à côté, puis il m'a dit, envoie-moi donc 150 millions toi aussi pour financer mes travaux. Mais pourquoi Québec financerait ça? Moi, je comprends. D'autant que l'infrastructure, à la base, avait comme mal été pensée, là. Pas de lien de transport public clair, rapide. Je pense qu'on est à peu près le seul aéroport international au monde, à ne pas avoir et ou un train, et ou un métro, et ou un tramway, ou l'équivalent d'un tramway. Là, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, quelque chose qui n'est pas sujet au trafic. Ouais, non, mais attends, il y a l'autobus, il y a la 747 qui passe. Tu peux prendre l'autobus pour aller à l'aéroport de n'importe quoi. On a des beaux taxis, c'est écrit bonjour dessus quand tu arrives à l'aéroport. Ben, une chance qu'ils sont là, en tout cas. Ouais. Parce que. Mais, tu sais, c'est comme. Puis, d'autant plus que dans le dossier, depuis la décision d'Air Canada de couper. La première annonce d'Air Canada de couper dans ses services de transport régionaux au printemps dernier. Oui. À Québec, on a annoncé un fonds d'aide rapidement de 40 millions de dollars. Oui. On a mis sur pied une table de concertation. On a un groupe de travail sur le développement du transport aérien régional, sur lequel les aéroports sont présents, les transporteurs aériens régionaux, le ministre des Transports du Québec est là. Il manque un intervenant, devine lequel. Le ministre fédéral? Et voilà. Qui pourtant se plaît à nous rappeler que l'aviation, c'est fédéral, c'est de juridiction fédérale. Non, mais c'est ce que j'allais dire. On s'obstine sur les domaines de compétences, mais présentement, là, c'est exactement comme si on n'était pas capable de voir le ministre de la Santé québécois, puis c'était le fédéral qui nous donnait toutes les directives en lien avec la COVID. Ça n'a aucun sens. Vois-tu, Claudette, tu soulèves un point. Moi, ce qui me dérange avec le gouvernement actuel, c'est que dans cette mise à jour-là, on nous a annoncé qu'ils vont mettre sur pied un programme national de garderie. Puis, ils vont mettre des normes nationales pour les soins en CHSLD. Ça, c'est deux choses où le gouvernement, où c'est la juridiction provinciale. Ouais. Mais, du point de vue politique, c'est rentable de faire ces affaires-là. Fait qu'ils vont mettre les gros spots là-dedans. Puis, pendant ce temps-là, leur champ de compétences, où ils sont totalement incompétents, ben, ils interviennent pas. Puis c'est drôle parce que, André, je veux revenir vite sur le fait qu'il y a juste Air Canada puis WestJet qui a été invité à rencontrer le sinistre. Tu sais, moi, être le ministre, honnêtement, si tu veux pas ou que tu sais pas quoi faire, ok, admettons, là, mais il y a une chose sur laquelle il pourrait, s'il veut absolument dealer d'abord et avant tout avec les deux plus gros transporteurs au pays, il pourrait quand même les forcer, entre guillemets, et ou fortement leur suggérer de travailler avec les transporteurs régionaux en place. Je m'explique. Et je sais que ce que je dis... On en avait déjà parlé du principe de co-chair, là. Exactement. C'est quelque chose que... Je sais que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, tout ça. OK, fine, c'est correct, mais les Chinois viennent d'envoyer une sonde sur la Lune ramasser des petites roches, là. Je pense qu'on devrait être capable de connecter des transporteurs régionaux avec des transporteurs... De quoi? On en reparle. Oui, d'accord. C'est à Olivier, ça. Mais tu sais, c'est ce bout-là que je ne comprends pas. Il y en a des solutions. Il y a des choses qu'on peut faire et on peut se permettre tout en gardant, en mettant de l'avant les deux gros transporteurs. C'est correct, j'ai pas de problème, moi, qu'on les mette sous les projecteurs puis que ce soit Air Canada et WestJet. Puis OK, fine. Mais on aurait moyen, en plus, de les feeder, ces transporteurs-là, beaucoup plus facilement si on intégrait ces transporteurs régionaux-là en leur disant, regarde, on va t'organiser, on va vous aider, on va payer pour le développement informatique, j'imagine, entre autres.
Puis on va vous aider à connecter avec ces gens-là pour que ce soit beaucoup plus facile. On va les aider à venir, je sais pas, mettons Bearskin, pour pas toujours prendre des exemples québécois, là, mais mettons Bearskin. On va les aider, on va payer pour eux, on va les autoriser à venir à Pearson directement porter des passagers qui vont pouvoir embarquer chez Air Canada ou chez WestJet par la suite, tu sais. Je veux dire, c'est... Puis aujourd'hui, les gens qui diraient « Oui, mais c'est faisable. » Oui, je sais que c'est faisable, mais c'est compliqué. Il y a du train, de l'autobus et du taxi à faire là-dedans que moi, je pense qu'on pourrait probablement mettre de côté puis travailler, aller chercher ces transporteurs régionaux-là qui, tu sais, c'est pas un secret, là, j'ai la chance en ce moment de travailler avec un transporteur régional du Québec. Et il y en a du monde qui voyage en région, là. Il y en a, là. Ben, les avions sont... qu'il le faut présentement, là. Oui, mais pour toutes sortes de raisons, tu sais, que ce soit des travailleurs essentiels ou des mines ou peu importe, il y a beaucoup de monde qui bouge, là. OK, c'est pas parfait, c'est pas toujours plein, c'est un fait. Mais il y a beaucoup de gens qui bougent, même en temps de pandémie. Fait que, tu sais, on pourrait profiter de la pandémie pour mettre quelque chose en place, travailler avec ces gens-là, travailler avec ces opérateurs-là, qui n'ont pas la prétention de devenir un Air Canada ou un WestJet, qui travaillent dans leur région, qui ont leur petit réseau, qui ont leur coin à eux, où est-ce qu'ils travaillent. Ils le font très bien. Et ils seraient capables de feeder des gros comme Air Canada et WestJet. Oui, tout ça pour... Oui, André. Oui, mais dans l'univers parallèle de Marc Garneau, oui. C'est pas nécessaire de trouver des solutions. Tu peux juste réfléchir, t'as pas besoin de trouver de solution. Marc Garneau, il vit, puis toi, quand tu parles, ben là, il y a. Ben moi, je suis en mode solution. Je veux dire, c'est pas. Tu sais, si tu balances des millions partout, là, t'es capable de trouver une couple de millions pour payer des programmeurs ou je sais pas qui va être capable de t'organiser ça, ce système-là, là, de sharer de connecter des systèmes informatiques. En admettant que le problème, ce soit ça. Non, mais pas ce qui se passe dans sa tête. Mais en attendant, on salue la proactivité du gouvernement du Québec qui, voyant un vide intersidéral entre les besoins et les actions du gouvernement fédéral, a décidé de mettre la main à la... J'allais dire à la pâte, mais on va dire à la poche. Puis c'est important de mentionner qu'ils ont mis de l'avant quelque chose. Mm-hmm. C'est important de mentionner également que ce n'est pas parfait. Mm-hmm. Il y a des points à améliorer, il y a des lacunes à certains endroits, mais on a fait quelque chose. Mm-hmm. Voilà. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut focusser, c'est que on ne demande pas au fédéral d'avoir une solution parfaite là, maintenant, qui sera sans faille. Et de toute façon, c'est un gouvernement, là, ils ont l'habitude de se faire critiquer, là, fait que ce sera pas parfait anyway. Fait que let's go! Viens-t'en avec quelque chose, puis profite de l'occasion pour montrer que tu es capable d'aller chercher tous ces petits intervenants-là. Tu es d'accord avec ça, André? Oui, je suis d'accord. Le principe, c'est commence par discuter avec les gens puis comprendre quels sont leurs besoins. Ouais. Mais va vers les gens. Le principe est simple. Si tu n'as rencontré aucun président d'association de transporteurs aériens au Canada, autre que Air Canada. Puis on s'entend, celui de la taxe, c'est McKenna, c'est ça? Oui, c'est John McKenna. Il est parlable. Oui, mais c'est rare, en fait, que ça collabore très bien tout seul. Ouais, non, je comprends tout à fait, mais je veux dire, à la limite, tu pourrais dire, oui, mais tu sais, le président de telle association, mon Dieu, que c'est impossible. John McKenna, on l'a croisé plusieurs fois en conférence et événements, il est extrêmement très parlable. Ça se dit pas, là, c'est pas français, mais en tout cas. On se comprend. Tu sais, fait que c'est pas que il y a personne à l'autre bout, là, du côté de l'association, là, tu sais. Alors, on encourage une fois le plus le ministre à se déniaiser. Oui, et on l'invite également, si M. Garneau nous écoute, là, ou un de ses sous-fifres. Si quelqu'un le connaît, t'oublies nos anciennes c'est formules. Vrai, si quelqu'un le connaît, M. Garneau, je vous promets, on ne lui fera pas mal, mais il serait temps qu'il nous appelle. Il serait temps qu'il nous appelle. Ouais, là, c'est ça. Ça fait plusieurs fois que je l'invite. Je vais commencer à le prendre personnel. Visiblement, il refuse mon invitation. Ton hospitalité. Mon hospitalité. Du troisième type. Hey, là, je pense que ça suffit, les références intersidérales et spatiales et astronautes, là. Olivier, on parle du F-35. Le F-35, notre avion préféré à tous. Oh yeah! Yeah. Qui va arriver au Canada en 2050. Ouais, 51 apparemment. L'avantage, c'est que tous les bobos seront réglés, Olivier. Pense Exactement. à ça. On va avoir la version D.
avec le nouveau moteur à 3 flux. Probablement, puis ça va être le bloc Z8, là. Rien de tel que de s'acheter une voiture vintage neuve. Oui. Il appelle ça un resto mode. Ouais. Tout à fait. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que c'est intéressant, c'est que le Corps des Marines américain a certifié, pas vraiment certifié, mais a célébré la mise en service avec des capacités opérationnelles initiales du F-35C, qui est la version embarquée sur les gros porte-avions de la Marine américaine, donc ceux qui ont des catapultes et des brins d'arrêt. Ouais. Donc, le Corps des Marines américains devient le premier exploitant de F-35 à exploiter les 2 versions, 2 des 3 versions. Donc, ils exploitent la version B, à décollage vertical, à décollage court, atterrissage vertical depuis 2016, qui est en service, que les capacités initiales sont opérationnelles. Et là, cette semaine, c'est le F-35C. Donc, c'est les premiers à avoir les 2 versions distinctes en opération dans leurs unités. C'est la 3e escadre qui en est responsable. Et puis, c'est pour ceux qui s'intéressent, le VMFA 314, qui est l'escadron. D'après moi, les prochains à avoir 2 modèles du F-35 en opération, parmi les exploitants, c'est vraiment l'Italie, qui ont des A et des B en commande. Donc, l'aviation militaire italienne va avoir les A et les B, en plus de l'aéronavale italienne qui aura la version B. Et ensuite, ça risque d'être les Japonais et les Coréens qui vont avoir la version A et la version B. OK. Ouais, c'est. Mais ça me fait penser, il y a une couple de vidéos qui roulent sur YouTube, Olivier, où on voit les deux, un B puis un C se faire catapulter là, du porte-avions. Là. Côte à côte, là, sur catapulte 1 et 3. Là, je suis pas trop sûr, je m'en rappelle plus. Là, mais, Toutes les fois que quelqu'un dit quelque chose comme ça, je pense à Top Gun. La catapulte 3 et 4 sont pétées. On ne peut lancer aucun intercepteur. Exactement. Oh non! On a du hâte ou on n'a pas hâte? Maverick va être seul! Olivier, tu me fais penser. Là, les Italiens, ils ont un porte-avions. Oui, il y en a. Officiellement, je crois qu'il y en a encore 2. Il y en a un qui va être remplacé par l'autre. Qui fait le design des porte-avions? C'est-tu Pininfarina? C'est-tu. Je ne saurais dire, mais c'est une classe de porte-avions. Je crois qu'il y a beaucoup en Europe, ces porte-avions-là. Il y a des Espagnols qui en ont un aussi. Okay. Mais c'est des porte-avions pour les hélicoptères. En fait, les Italiens et les Espagnols, ils ont des Harrier. Oui, c'est ça. Donc, c'est des porte-avions un peu comme la classe Bonhomme Richard, je pense, aux États-Unis, c'est ça? Oui, Bonhomme Richard, et aussi pour les tout ce qui est les porte-avions d'assaut, là, les LHD, LHA et autres. Exact, ouais. OK. Et autres trucs, là. Oui. Et puis, ils ont ça. Donc, ils ont une petite aéronavale avec des Harrier en Italie. Et là, ils vont avoir remplacé par des F-35. Les Espagnols, ils regardent pour la même chose pour remplacer leur Harrier éventuellement. Eh boy, le F-35 qui va rentrer dans l'Europe profonde. Ils n'ont pas le choix, ils veulent un avion à décollage court. Veux-tu m'expliquer pourquoi les Espagnols ont besoin de ça? En tout cas. C'est une autre histoire. On passe à l'espace. Whatever. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Comment se porte la déesse, Olivier? La déesse? Changi. C'est la déesse de la Lune. Oui, donc Changi qui est allé voir Artemis. Ouh! Oui. Donc, c'est multiculturel. On vous a parlé que les Chinois ont envoyé une sonde sur la Lune pour ramasser des échantillons. Et donc, la sonde est allée sur la Lune, elle s'est posée avec succès et elle est redécollée récemment pour revenir vers la Terre avec ses 2 kilos d'échantillons de il y a une rumeur comme quoi, juste avant de partir, elle a été kické le pied d'une des bases de... D'accord. Oui, elle a kické la patte du LEM d'Apollo 11, c'est ça? C'est ça, ouais. Les méchants chinois. OK. Hey, Olivier, sais-tu si on est capable de voir au télescope les endroits où les Américains ont alluni? De la Terre, on peut pointer où c'est, mais à cause de l'atmosphère, il y a trop de réfraction, on manque de résolution. OK. Bon. Mais il y a des satellites en orbite autour de la Lune qui ont pris des photos des sites lunaires récentes. Là. On voit vraiment qu'il y a un objet qui fait de l'ombre. C'est là qu'il y a qu'il y a des restants de. D'accord. Bon. D'accord. Dragon. Quant à Dragon. Lui. Notre ami le dragon, le gentil dragon. Donc, une nouvelle série de 6 vols cargo de SpaceX dans la station spatiale avec la capsule Dragon 2. C'est un nouveau contrat, ça?
Oui, c'est une extension de leurs contrats originaux. OK. Donc, ils avaient déjà été à la station spatiale avec Dragon 1. Ouais. Et là, Dragon 2, qui est la version qu'ils ont pris déjà 2 fois pour aller à la station avec des astronautes. Et ils ont une version de cette capsule-là qui est cargo. Donc, ils l'appellent, on a Crew Dragon et Dragon 2. Donc, et elle est-tu, la question, là, elle est-tu différente beaucoup du 1 ou 2? Parce que je me rappelle pas, il me semble qu'elles sont pareilles, là, le Dragon 1, Dragon 2. Le Dragon 1, si vous regardez, là, c'est vraiment une capsule qui est bien anguleuse. Et puis, le Dragon 2 est vraiment bien plus profilé comme un obus. OK. Et puis là, la nouvelle version justement de Dragon 2, c'est vraiment la version de passager, le Crew Dragon, mais qu'il n'y a comme pas de hublot. Ils ont enlevé les sièges. Ils ont enlevé les sièges et puis ils transportent 6553 livres de matériel. OK. 3 tonnes quand même? Donc, entre Dragon 1 et Dragon 2, il y a une plus grande capacité d'emport de charge. OK. Cool. Une SpaceX. première de l'Europe. On commence à s'occuper du dépotoir intersidéral. Ben, ça fait longtemps qu'on veut s'en occuper, mais les défis technologiques sont tellement importants pour aller enlever les débris en orbite. Récemment, il y avait les Japonais qui avaient fait une mission. Vous savez, un des vaisseaux qui ravitaille la station spatiale, les vaisseaux Cygnus de Orbital ATK. Ouais. Nordstrom Grumman, maintenant. Ils avaient fait, à chaque fois qu'ils partent de la station spatiale, il y a certaines expériences qu'ils font dans le vaisseau avant de revenir sur la Terre, des expériences qui doivent être faites en orbite, mais qui sont trop dangereuses pour être faites quand ils sont attachés à la station spatiale. Ils les font une fois qu'ils sont repartis. Donc, eux, ils devaient lâcher un mini-satellite qui devait aller coller une bande ionisée sur un débris. Et là, cette bande-là aurait créé une traînée qui aurait amené le débris, qui aurait abaissé l'orbite du débris jusqu'à rentrer dans l'atmosphère, mais ça n'a pas fonctionné. OK. Ils sont supposés refaire les tests éventuellement. Mais là, l'Agence spatiale européenne a donné un contrat à la compagnie ClearSpace. C'est un contrat clé en main pour 86 millions d'euros. La compagnie ClearSpace, c'est une compagnie suisse. Et en 2025, la première mission, donc, ils vont aller avec leur espèce de robot capturer l'étage supérieur d'une fusée Vega. Et c'est l'étage supérieur, c'est justement, on reste dans le terme italien aujourd'hui, c'est l'étage Vespa. Non, mais vraiment, les gars, qui eût cru que les Suisses seraient les premiers éboueurs de l'espace? Il y a de l'argent à faire avec ça. En fait, ils ont eu le contrat, la technologie n'est pas prouvée encore. Ouais. Mais le morceau qui sont sous contrat pour aller chercher, c'est une pièce qui pèse 112 kilos qui est en orbite. Et là, la mission, le grand défi, c'est que toutes si on veut, les missions qu'il y a eu d'arrimage en orbite jusqu'à présent, c'est avec 2 objets coopératifs. Donc, la navette spatiale et la station spatiale, ou Mir, Apollo 11 avec la capsule, le module de commande avec le module lunaire en orbite autour de la Lune, ou quand ils sont sortis de la fusée. Gemini avec les modules de Gina. C'est toujours des objets qui étaient faits pour être arrimés ensemble et c'était prévu de le faire. Là, ils s'en vont chercher un objet qui est en orbite, très haut, qui est probablement en train de tourner sur lui-même. Donc, ils vont devoir s'en approcher tranquillement. S'il y a une rotation quelconque, ils vont devoir prendre la même rotation que cet objet-là et le capturer. OK. Ça sonne comme un mal de cœur. Ben, j'ai vu une couple de dessins là. Ça va ressembler à une grosse pieuvre là. Oui, la sonde de ClearSpace, ça va ressembler exactement là, une pieuvre qui va arriver avec des bras, qui va juste capturer le truc. Et là, la sonde de ClearSpace va manœuvrer, va abaisser l'orbite de leur orbite combinée à elle et l'autre morceau pour jusqu'à rentrer dans l'atmosphère. Il va pleuvoir du métal. Ouais. Super. Mais là, écoute, on envoie des sondes sur Mars. Là. J'espère qu'on va être capable de nettoyer le ciel. Tant mieux qu'on commence à faire le ménage, on est d'accord, là, mais en même temps, ça me... Oui. Ah, mais Olivier, il y avait pas les Japonais aussi, à un moment donné, qui avaient dit qu'ils voulaient lancer genre une sonde avec un filet pour les petits morceaux, là, des affaires qui sont... C'est une bande ionisante qui voulait coller quelque chose sur le satellite, ça aurait traîné, ça aurait été un câble de plusieurs dizaines de mètres de long. OK. Ça aurait créé une traînée qui aurait abaissé l'orbite, mais ça n'a pas fonctionné. OK. Non. Il me semblait que j'avais lu à un moment donné une affaire de filet. Les filets, ça a été pensé, mais le problème, je pense, c'est si tu lances un filet contre un objet, ben là, le filet, il y a une vélocité relative. Là, tu frappes quelque chose, ça va aller où par après? Il y avait comme trop de paramètres à contrôler. OK. Mm-hmm. D'accord. C'est compliqué. À suivre. Oui. Quand est-ce que ça se fait, ça? Le lancement est prévu pour 2025. Ah oui, OK, non, on a le temps avant d'avoir des nouvelles de on ça. a le temps d'avoir d'autres On va débris. en parler Ah oui, quand on va arriver à l'épisode
814. À peu près, ouais. On devrait être rendu à 150, en fait, à peu près, là. Ouais. OK. Fine. Ouais, bon. Pas de problème. D'ailleurs, Oui. parlant de... Hein? de milestone. Je cherchais mon mot en français, puis j'ai Jalons. complètement... Merci Olivier. Parlant de nos jalons. Mhm. J'allais Merci. en parler. Ouais. Ouh là là! Il est temps que ça finisse. J'allais vous en parler. Parlons de nos jalons. Tu vois, c'est ça qui arrive. C'est ça. Là, tu vois, ouais. Donc, on tient à remercier très chaleureusement tous les auditeurs, les gens qui sont avec nous depuis le début. D'ailleurs, ceux qui sont nouvellement parmi nous, vous êtes vraiment pas obligés de retourner jusqu'au début. On avait beaucoup de petits problèmes techniques à gérer à ce moment-là. Oui, ben, ça permet de mentionner que c'est totalement amateur. Ben oui. C'est vraiment pour le fun, pour le plaisir. C'est sans Prétention? sans prétention. Aucune. Ouais. Non, non, c'est vraiment pour se divertir et informer les gens. Non, mais sérieusement, Partager notre passion. Ouais, Absolument. absolument, tout à fait. Et puis on va profiter de l'occasion aussi, messieurs, pour remercier Claudia qui a fait depuis le début un excellent travail de tout. Voilà. Oui, À peu près. Du podcast. C'est incroyable. Elle a appris des logiciels on the spot pour être capable de faire du montage. Puis, Ce qui a été très efficace dans les 2 dernières semaines, comme vous avez pu le constater. qui a magasiné une console. Juste mentionner petite anecdote avant de finir là. Tu sais, Claudia est tellement impliquée dans ce qu'elle fait qu'elle a même envoyé un message aux fabricants de la console pour leur dire « Hey, marche pas ton affaire? » Donc, et ils ont répondu. Donc, fait que c'est vraiment le degré de... Ouais, ben oui, elle a trouvé une solution, elle l'aura soumis, puis on fait comme « OK. » Fait que c'est ça. Donc, une bonne main d'applaudissements pour Claudia Ouellet. Mais là, je ris, là, mais je suis plein de gratitude parce que t'as fait du beau travail. Alors, trêve de tape dans le dos, tout le monde. Ben quoi, c'est vrai. Merci infiniment à tous nos auditeurs. Merci, messieurs, pour votre très précieuse collaboration. On apprécie toujours nos discussions avec vous. C'était bien le fun de t'avoir avec nous cette semaine, Grace. Ça fait longtemps. Et à bientôt, on espère. Surveiller dans les semaines à venir notre revue de l'année qui sera... The épisode... Ben, si vous voulez voir André pomper, là, ça va être le temps. Là. Ça va être le temps. À ne pas manquer là-dessus. Merci tout le monde d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était Claudia Ouellet. Grégory Blanc. Olivier Lacombe. Oh! C'est la première fois. Je vais te dire qu'on avait été chanceux que ça arrive jamais. On y va en premier avec le A. Comme dans Alors. Ah, André Allard. Olivier Lacombe. Merci tout le monde. Bonne semaine. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.